annoncé l'arrivée d'une grande personnalité, à savoir Maître Akeremouna, ancien bâtonnier, président de Transparency International. Il est d'une lignée de ces hommes rarissimes qui ont encore une probité morale. Il est de cette lignée des hommes qui peuvent encore avoir peur de verser du sang et du voler. Il peut aussi tendre la main pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. En ce moment, nous avons besoin de lui. En ce moment, nous avons besoin de tous les Camerounais et de toutes les entités. Des anglophones qui ont été longtemps marginalisés avec cette guerre sévère qui est arrivée. Et cette guerre qui ne fait que décimer les Camerounais. Issu de la région anglophone, il a vu comment ça a commencé là-bas. Et d'ailleurs, il avait prédit. Tout comme il est celui qui avait poursuivi, qui a demandé à l'État camerounais de poursuivre les ministres sur le scandale Glencore. Et il a aussi dénoncé les scandales de l'or qui est pillé au Cameroun par la famille présidentielle. Et vous avez pu constater que justement, à Batouri, comme l'avait prédit Akeremouna, le feu a aussi pris là-bas. Parce qu'il disait, où va notre or? Et cet or, nos armes sont seulement pillées par la famille présidentielle. En premier plan, Mbonda Bonivan et Franck Biya, qui en même temps, dans cette lignée de gens qui ne respectent aucune valeur, sont tout simplement là comme si ils attendaient l'Armageddon pour nous laisser avec un pays qui est tout simplement en feu. Mesdames et messieurs, je vous ai dit qu'Akeremouna venait le 22, il faudrait venir l'écouter. Certainement, je vous fixerai les dates et le lieu. Je les publierai sur ma page Facebook. Mais comme je le disais tantôt, ce qui me préoccupe et ce qui devrait nous préoccuper en cet instant, c'est ces mouvements dans des zones qui pourtant étaient complètement adossées au régime. La région de l'Est, c'est de là que vient la première femme, la première dame, Chantal Biya. Mais c'est aussi là-bas que commence la révolution. L'Est en mouvement, l'Est aujourd'hui, avec des populations qui ont longtemps été pillées, qui sont restés dans la pauvreté. Devrais-je avoir vraiment beaucoup de temps pour continuer au regard des minutes qui me restent? Mais tout au moins, je vous montre simplement la région de Chantal Biya. Comment les populations se lèvent déjà et crient au scandale des terres qui sont surexploitées, qui sont volées, de l'or qui est pillé par le fils, le neveu de Paul Biya, Bonivan, de son vrai nom, Mbonda Bonivan.
Ça, c'est la région de Chantal Biya. Voilà l'Est. Des villages entiers. Président d'une sous-section qui est importante. De l'âge de fils de général Paye est déjà colonel. Mesdames et messieurs, je m'arrête d'abord là. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments et je n'ai pas beaucoup de temps. Ce que vous voyez, c'est non seulement inquiétant, mais c'est révoltant. Mbonda Bonivan est le fils du frère de Paul Biya. Vous vous rendez compte que la région de l'Est est l'une des plus pauvres du Cameroun, pourtant elle est la plus riche. Et c'est à cause de qui? La famille Biya. Bonivan, alors qu'on vous dit que ce sont les halogènes qui volent les terres des autres, il a pris des villages entiers à l'Est. À l'époque du ministre Dodon Doké, qu'ils ont empoisonné, lui aussi il était de l'Est. Ils se sont arrangés à ce qu'on lui signe à lui, le seul Camerounais, les permis miniers. Vous vous rendez compte? Un individu, Dodon Doké, lui a d'abord signé 2 titres miniers. Que c'est lui, à travers une société qu'il avait créée qui s'appelle Colomine, qui devait exploiter l'or de toute la région de l'Est, ou plutôt de beaucoup de villages. Plus tard, le même Bonivan recrée une autre société qu'on appelle Codias SA. Codias SA va encore voir le même ministre Dodon Doké pour signer encore une autre convention. La convention, c'est quoi? C'est que Bonivan récupère les terres des gens gratuitement sur une superficie de 309 km². C'est lui qui doit exploiter l'or du Cameroun, lui seul. Personne ne lui demande rien. Les gens sont dans leur village, on les chasse. 309 km². Bonivan signe la convention. Il ne verse rien à l'État du Cameroun. Bonivan n'est pas seul. Brenda Biya est dedans. Baboke, le frère de Chantal, est dedans. Les fils de Chantal Biya sont dedans. Franck Biya aussi est dedans. Ils ont pris toutes les terres où il y a de l'or. Et sur les conventions, on dit qu'ils doivent extraire l'or avec toutes les ressources connexes. Donc, qui est du diamant ou qui est ceci ou? Tout ça pour le neveu de Paul Biya. Et les gens que vous voyez là, et ils n'ont rien. Et qu'est-ce que Bonivan fait? Bonivan reprend certains titres, puisque ce n'est pas son domaine. Paul Biya l'a propulsé pour être député, pour qu'on ne poursuive pas, qu'on dise seulement honorable, honorable.
Et le même Bonnivant, il reprend ces titres, certains titres, il revend aux Chinois. Voilà donc un site qui a été fermé, qui appartient à des autochtones qui se débrouillaient là, qui savent au moins que même comme ils sont comme des esclaves, ils peuvent faire ceci, peuvent avoir ça, et tout, et tout, et tout. Mais Bonnivant va, il ferme aussi le site d'exploitation aurifère du village, parce qu'il va aussi récupérer toutes les terres de là-bas. Voilà donc la grève. On dit que c'est nous à la diaspora, c'est l'opposition. C'est Maurice Kamto qui veut vendre le sous-sol du Cameroun aux étrangers. Bonnivant a déjà vendu avec Paul Biya et les enfants de Paul Biya. Il est même allé contacter des Coréens. Ils ont une structure qu'on appelle Corée Mining. Il signe avec eux, et ces Coréens exploitent notre or. Et pour qu'il signe avec eux, il lui avait versé 100 millions de francs CFA. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est des documents à l'appui, publiés par le journal spécialisé dans des affaires judiciaires qu'on appelle Kalara. C'était le 21 mars 2016, dans une de ses éditions. Mesdames et messieurs, voilà un pays qui a des ressources minières. Et on vous dit que ça appartient à la famille présidentielle. Les autres vivent dans la misère. Et le pire, c'est que c'est aussi eux qui exploitent toutes les forêts. Ils cassent toutes les forêts. Je vous ai dit qu'il a déjà la société Codias SA. Il a la société Colomine. Mais maintenant aussi, nous sommes en 2017, c'est-à-dire avant l'élection présidentielle. Il y a un maire là, costaud, qui était souvent avec Keremouna, Jacques Maboula. C'est le maire de Yabassi. Le gars fait une déclaration incendiaire où Bonnivant, qui n'est pas de Yabassi, arrive là-bas, dans son village, dans le village du maire, là où il est maire. Bonnivant va avec une société qu'il a créée, qui s'appelle Kofa, pour l'exploitation du bois. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, il a pris 1000 hectares de terrain à Yabassi. On dit que ce sont les étrangers, les halogènes, il ne faut pas venir au sud pour prendre les terres des gens du sud. Bonnivant est parti à Yabassi, prendre 1000 hectares de terrain. Ah, il a acheté. Vous savez combien il a acheté ça? Il achète ça, c'est l'État qui signe. Il a acheté ça combien? À combien? 1 hectare de terrain à 2500 francs. 1 hectare de terrain à 2500 francs. C'est ça. Donc, Bonnivant a acheté 1000 hectares de terrain. 1000 hectares. Les terres d'autrui. On dit qu'il achète ça au profit de l'État. Vous savez combien cela devait rapporter? 2 500 000.
2 500 000 pour 1000 hectares de terrain. Et qu'est-ce qui se passe? Les 2 500 000 ne sont même pas versés à la mairie de Yabassi. Bonivan, puisque c'est l'État qui vend, donc on va dire que les 2 500 000 qu'il devrait verser, parce qu'on n'est même pas sûr qu'il avait tout versé, ça doit se partager entre l'État, l'OFECOM, la mairie de Yabassi, et je crois aussi la mairie d'un autre village là. En fin de compte, chacun a reçu 337 000 francs. Mesdames et messieurs, vous savez ce que Bonivan a gagné? Chaque jour, 50 groumiers passent avec du bois. Un groumier est évalué à 3 millions de francs CFA. Ce qui signifie que lorsque les services douaniers ont fait le premier bilan, en 2 mois, le neveu de Paul Biya avait déjà coupé du bois pour 3000 groumiers. Il l'avait récolté en 2 mois. 9 milliards de francs CFA. 9 milliards. Il a investi combien? Je vous ai dit 2 500 000. Et en 2 mois, il a 9 milliards. Sur les 9 milliards, même pas 1 centime dans les caisses de l'État. Voilà Mondassam Bonivan, qui porte le nom du père de Paul Biya. Mbondo. D'ailleurs, Paul Biya lui-même s'appelle Biyabi Mbondo. Le pire, c'est que vous savez que là-bas, à Yabassi, les groumiers passent sur les routes. Les routes se dégradent. Les ponts se dégradent. L'État ne répare aucune route. C'est la mairie qui doit réparer. Et la mairie doit réparer à hauteur de combien? 200 millions. Les ponts ont été cassés par les camions de Bonivan, par les groumiers de Bonivan. Mais c'est la mairie qui ressort l'argent de ses poches, de ses caisses, pour aller réparer les ponts à 200 millions, refaire les routes. Voilà la méchanceté de cette famille. La méchanceté de la famille Biya. Ils n'ont même pas versé 1 centime. C'est la même chose avec Franck Biya. Même chose avec Franck Biya. Il a créé une société qu'on appelle ingénierie forestière. Mais avant d'arriver chez Franck Biya, pour vous montrer jusqu'où, quand les gens disent qu'après Biya, c'est un Biya, mais c'est que vous faites ça à qui? C'est à vous-même. Je vais vous lire un rapport contre Bonivan. Depuis déjà les années 2000. C'est un rapport, je crois que c'est une dénonciation. Arnaud Labrousse, François-Xavier Verschavé, qui avait les organisations, les ONG Agir, voilà, Agir et Survie, voilà, qui dirigeait ça. Ils ont publié un rapport aux éditions Agon en 2002, des dossiers contre le neveu de Paul Biya. Ils ont
révélait que le bois du Cameroun ne rapportait pas un centime au Cameroun, mais que Bonnivant sous-traitait plutôt avec un autre Français qu'on appelle Rougier. On vous dit que c'est les autres qui veulent vendre le Cameroun. Hein? C'est Rougier qui avait créé une société, Rougier SA. Et lorsque les enquêtes révèlent, le titre de l'enquête c'était quoi pour le pillage? C'était les pillards de la forêt, exploitation criminelle en Afrique. Voici ce qu'ils écrivent. Le permis censé ne pas dépasser 1000 hectares aurait dû expirer en juin 2000. Mais Rougier et son complice camerounais, Mbondassam Bonnivant, continuent d'exploiter 125 000 hectares de forêt. Donc vous voyez que le permis qu'on donne à Bonnivant, gratuit, hein, c'est 1000 hectares pour couper les arbres. Il ne verse rien à l'État, ni à personne, ni aux villageois, rien. Il va prendre un Français. Ils vont jusqu'à 1000 hectares. Pas 1000 hectares. 125 000 hectares. Donc, ils ont ajouté eux-mêmes 124 000 hectares. Voilà la famille Biya. Et comme je vous ai dit, dedans, aussi il y a Franck Biya. Je vais chercher pour Franck Biya. Parce que ce truc, c'est même encore beaucoup plus compliqué. Franck Biya va créer, après avoir été chassé aux États-Unis, là où il faisait la drogue, et là aussi il a voulu faire d'autres choses, on va y revenir, parce que je crois que vous avez appris l'histoire qui est en train de vouloir chauffer là, que Franck Biya voulait épouser un homme. Allez, allons d'abord sur le concret de ce qui concerne l'économie, le pillage des ressources de notre pays. Donc c'est en 2000 qu'il va créer la société immobilière. Non, pas la société immobilière, l'ingénierie forestière. Il va y mettre son copain, qui est son frère, Christian Mataga, comme directeur général. Qui est Christian Mataga? Christian Mataga est le fils de l'ancien ministre Mataga. Il se raconte que Paul Biya avait arraché la femme de son ami Mataga pour faire cet enfant. Parce que lui, il est spécialisé, il n'a été spécialisé que pour faire les enfants avec les femmes de ses amis. Et en même temps, il se racontait que s'il l'a fait, c'est parce que lui-même aussi, il avait déjà fait marche arrière, va-et-vient avec l'autre là, avec Mataga. On passe. Voilà pourquoi ils sont liés. Voilà pourquoi ils s'appellent des frères. Ils s'entendent comme des jumeaux. Ils n'ont pas versé un centime. Et ils se sont associés au fils de notre ancien président, Bozizé en République centrafricaine. Le scandale éclate. C'est la Banque mondiale et l'Union européenne qui demandent comme audit la société immobilière, la société forestière, ingénierie forestière, de pillage des forêts de Franck Biya. Je vais vous lire le rapport.
À la demande de la Banque mondiale et de l'Union européenne, un observateur indépendant, c'est-à-dire Global Witness, a révélé 2 points. Les sommes dues par ingénierie forestière de Franck Biya à l'État, c'est-à-dire les taxes, les impôts, etc., s'élèvent à plusieurs milliards. Le scandale des exploitations illégales et la mauvaise gestion des ressources forestières par ingénierie forestière ont été dénoncés par toutes les organisations Greenpeace, Banque mondiale, WWF, Global Witness, etc., qui opèrent au Cameroun. S'y ajoute le refus de Franck Biya de signer un quelconque plan d'aménagement forestier. Puis, Franck Biya a créé une société commerciale Forestry INC basée à Delaware aux États-Unis pour mieux frauder le fisc. Franck Biya avait créé cette société, d'abord la première société, c'est-à-dire que celle qu'on appelle ingénierie forestière, avec, dit-on, un capital de 1,5 milliard, mais n'a jamais donné un copec à l'État. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons appris en 2017 que la société, dès qu'on a commencé à dénoncer Franck Biya dit que la société est en faillite. Et on dit, ok, on va la liquider. Ça, c'est depuis 2017. On va nommer un liquidateur, expert financier, Jean-Claude Ebé. Jean-Claude Ebé Vina nous a-t-on dit allait procéder, selon le communiqué, à la vente aux enchères publiques des matériels au lieu dit Simalène Aéroport Yaoundé le 27 avril 2017. Sont concernés matériel en lot, hangar, bâtiments, séchoirs, ébouteuses, engins Caterpillar, véhicules 4x4, camions, ainsi de suite. Et il faut savoir que ce que je devrais vous préciser, c'est que l'ingénierie forestière du Cameroun est aussi associée, appartient à un autre holding financier, la Société africaine d'investissement, qui a été créée, qui a créé aussi ingénierie forestière de la République centrafricaine, avant de se transformer en centrafricaine des bois tropicaux. Toujours Franck Biya. La liquidation donc de ces sociétés, tout ce qu'on a décrit là, où est parti l'argent? Même pas un centime. Franck a repris tous les trucs, c'est lui-même qui est reparti vendre. C'est au mois de mai 2025 que Jean-Claude Ebé Vina, qui était le liquidateur, a préféré démissionner. Même pas un centime. Il n'a rien trouvé. On lui disait que non, tu vas entrer demain ou après-demain ou machin, on va te montrer les caterpillars, on va te montrer les hangars et tout. Il n'a rien vu. On dit liquidation. Et c'est Franck Biya lui-même. Même chose pour les terres. Alors, là où je dis c'est plus grave, cette famille est en train de nous faire voir de toutes les couleurs. Ce que vous avez suivi, Calix Beya là, en 2020, dénoncer Mbonda Sambonivan. Mbonda Sambonivan
était en train de voler le terrain de Calix Veyala. Elle a écrit à Paul Biya n'a pas répondu. 950 mètres carrés. Comment a commencé ce terrain? Là encore, vous serez surpris. C'est un terrain de Bastos. Est-ce que Bonivan est de Yaoundé? Est-ce qu'il est de Bastos? Comment se peut-il qu'il ait le terrain à Ekoudou? C'est le terrain de l'État. C'est le terrain qu'Aïdjo avait laissé pour construire des choses, des bureaux et des logements concernant l'État. Sur 10 lots. Donc, il y a le lot, il y avait des lots 50, machin, tout. Bonivan vient ici le lot 50. Le lot, en réalité, c'est 1000 mètres carrés. Ça, nous sommes dans les années 2010. Et à l'époque, c'est le préfet là qui a Yaoundé. Et au ministère du cadastre, je crois que, comment on l'appelait celui-là, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je ne sais plus. Comment est-ce qu'il s'appelait? Je vais chercher son nom quelque part. Ce n'est pas important. C'était Jean-Baptiste Belioken, effectivement, ministre des Domaines. Bonivan va voir le préfet, lui dit, je veux ce terrain. Puisqu'il appartient à l'État, tu me le donnes. Il menace. Et le préfet va dire que oui, on va lui donner machin et tout, et puis il saisit le ministre pour une autorisation de vente. Et vous connaissez à combien? Le terrain qui coûte 350 000 mètres carrés là. Bonivan a acheté tout le terrain là à 5 millions. 5 millions. Sauf que le préfet va lui dire que, sauf que le ministre va lui dire que, sur le contrat, tu dois y investir au bout de 3 ans. Cependant, nous sommes déjà dans les années 2011. 2012, il n'investit pas. Le même préfet qui est saisi par Franck Biya, le même ministre est saisi par Franck Biya pour retirer le titre foncier à Bonivan. On retire donc le titre foncier. Parce que la totalité du terrain, c'est sur plus de 7000 mètres carrés. On dit à Bonivan que, en fait, le terrain là n'appartenait pas à l'État, mais à quelqu'un qui voulait y investir depuis 1996. Depuis 1996. Ce terrain, dit-on, appartenait à Franck. Donc on ne sait pas quel âge avait Franck, ou bien lui, il a pris le terrain, il était encore bébé. Tout le terrain appartient à Franck Biya. Voilà comment la guerre familiale va donc commencer. Et on dit que Franck Biya va acheter tout le terrain là à 16 millions. Je crois 16 millions 655 000, pour être plus clair, plus net. Donc, avec le lot, 150. Calix Veyala a aussi acheté le terrain, et beaucoup plus cher. Mais ce qui est extraordinaire dans l'affaire, c'est que voilà un terrain qui a été vendu, dit-on, à Franck Biya. Quand Calix Veyala revient pour y investir, qu'elle a acheté, elle trouve que ces 950 mètres carrés sont déjà inclus dans plus de 7000 mètres carrés achetés par Bonivan, alors qu'en 1996, on disait que c'est Franck Biya. Le même Bonivan va faire les mêmes méthodes
pour faire qu'on humilie Calix Béala. Il a arraché des terrains comme ça partout. En arrachant le terrain de Franck. Qu'est-ce que Franck a fait? Franck a arraché sa femme. Franck, vous avez suivi cette histoire qui est un peu cachée. Tout comme je vous promets de vous dire même la vraie vie de Franck Biya. Bonivan vivait avec sa femme. Parce qu'il faut savoir que Bonivan était d'abord avec Élise Hazard. Qui a tué Élise Hazard? Bonivan, est-ce qu'il pourrait bien nous expliquer ce qui s'était passé? Bon, peut-être qu'il ne pourrait pas bien nous dire ça. Mais il faut savoir que ils organisaient souvent des partous dans la nuit autour du lac, autour de quoi? De la piscine. Franck et Bonivan, avec notre femme et tout ça. Et ça cognait de partout. Ça cogne les femmes, ça cogne les hommes. Et il faut savoir que les deux ont commencé à se faire une jalousie sur les affaires de marche arrière là, que c'est devenu du marme-feu. On est parti, il a arraché la femme de Bonivan, il est parti l'épouser aux îles Seychelles. Aux îles Seychelles. Franck a abandonné sa femme. Il a pris celle de Bonivan, je crois que qui était Virginie Barou. Sa mère devait être dans les églises éveillées. Ce qu'on vous dit là, ce que vous voyez Brenda faire là, les malédictions de cette famille, arracher les choses d'autrui, faire avec tout ce qui a un trou, on met dedans. Des malédictions se sont mises sur eux, qu'aujourd'hui les vérités commencent à sortir. Personne n'a demandé à Brenda Biya de venir nous dire qu'elle était Woubi. Parce que quand elle disait ça avant, les gens disaient que oh, on raconte toutes les choses. Mais c'est maintenant que, quand Brenda elle-même elle est sortie, elle a dit je suis Woubi. Yeah. Vous avez vu que ses parents ont fait quoi? Ils n'ont pas réagi. Parce que c'est les familles de Woubi. C'est les familles de Woubi. Ça va de père en fils. Femme ou pas femme, c'est le Woubisme. Après les Brésiliennes, les ceci et les cela. Vous voyez, elle est en train de faire la vie avec une nouvelle là. Et elle se filme. Et sa mère nous dit que oui, vraiment il faut, ma mère m'a dit ceci et cela, tout. Mais ce que vous ne savez pas, et que nous révèle donc finalement mon commissaire, ce que nous savions déjà. D'abord, je vous souffle quelque chose. Demandez à Mbondayolo, qu'est-ce qu'il fait avec Franck Biya? Souvent à des heures pas possibles dans des appartements privés. Demandez à Mbondayolo. Pour l'instant, je vous propose juste les coming out et les révélations
d'une famille, pas comme les autres, d'une famille qui est championne, non seulement pour voler l'or, le diamant, les armes, les femmes, les hommes, une famille qui est condamnée à une malédiction dont je vous parlerai prochainement. Mais pour l'instant, écoutez ces révélations en commençant d'abord par encore une fois notre Brenda Star. Voilà. Alors, ça fait quoi d'être amie avec quelqu'un d'aussi cool, d'aussi distingué, d'aussi fraîche, d'aussi belle que moi? Tu es belle, oui. Tu es fraîche, oui, mais toi, t'es cool. Je suis trop cool, je suis la plus cool. Oh, mais toi, moi qui est plus cool? C'est moi. Moi. C'est moi. C'est moi. Ouais. Bon, pourquoi c'est toi? Elle a un peignoir, hein? Moi, je suis très cool. La nouvelle conquête. Mais toi, t'es cool, toi. Elle vous a convaincu? Non, c'est moi la plus cool. Les gens Et disent puis que, venez nous oh, présenter. les enfants Reprends un peu, dis-nous un peu. doivent être comme ci, doivent être comme ça, doivent être bien éduqués, doivent bien s'habiller, doivent bien se comporter. Ce sont les mêmes gens qui disent que être enfant d'eux n'est pas un job et n'est pas un titre. Donc, vous êtes jamais content en fait. C'est ça c'est ça qu'il faut en déduire en fait. Au fait, je déteste qu'on refaire ma personne en tant que fille de président ou la fille du président, machin, parce que moi j'ai l'impression que c'est la chose que je suis la moins, malheureusement. C'est pas que je crache dessus, que je crache sur quoi que ce soit, rien à voir. Je sais que c'est une bénédiction, tout ça, mais C'est une bénédiction. en gros, c'est la chose qui me définit la moins, parce que avant ça, je suis comédienne à mes heures perdues, belle gosse à plein temps. Vous avez capté, Belle gosse à plein je suis gangster. Gangster. full-time, Elle est rappeuse, gangster. très talentueuse, dessinatrice de folie. Vous avez capté, je suis 3-dimensionnelle. Je suis un fucking human being. Je suis un être humain. Mais quel diable peut amener Paul-Biya à penser un seul instant? Il va mettre Franck Biya au pouvoir. Parce que lui, il s'en va. Comme il n'a rien fait pour le Cameroun, comme il a détruit le Cameroun, il ne voudrait pas voir quelqu'un de vaillant, de courageux, qui vient relever le Cameroun. Est-ce qu'on peut détester un pays jusqu'à ce point? Le Cameroun a des millions et des millions de jeunes filles libres. Mais il lance son dévolu sur qui? Sur la femme de son propre frère. Est-ce que vous comprenez ça? Devant le patriarche, le dit patriarche Paul Biya. Dans quelle famille Betty et Cam, digne de ce nom, cela peut passer? Un père, président de la République, dans un pays où il y a 10 millions de jeunes filles libres et belles, laisse que son fils vienne prendre la femme de son frère. Si ce n'est une honte, comment allons-nous appeler ça? Chantal Biya, à défaut de voir Ngongo succéder à Biya, pense sincèrement que son fils Franck S peut succéder à Biya. Et elle y met la pression à Paul Biya pour que cela arrive. Paul Biya sait qu'en réalité, Franck Biya n'a jamais été un homme. L'échec de l'homme que Franck est l'échec de Paul Biya. C'est lui le père de Franck. A-t-il fait un homme? A-t-il fait une femme? Franck s'est bel et bien marié vers les années 2000 à une Camerounaise, une métisse camerounaise. Et une fois en Europe, lui, fils de président, milliardaire, un beau matin, la femme est partie avec un petit bijoutier sénégalais. Nous avons tous compris que les femmes n'aimeraient pas avoir des co-épouses à la maison. En réalité, elle n'a pas épousé un homme. Et c'est comme ça qu'elle a décidé de partir avec le jeune sénégalais, le jeune bijoutier sénégalais. Voilà Franck Biya, regardez. Monsieur Franck, bonsoir. Vous allez bien? Je peux voir votre papa? Est-ce que vous savez que la police m'a attrapé tout à l'heure? La police m'a attrapé tout à l'heure, vous savez ça? Parce que je veux parler à votre père. Il ne trouve pas que 40 ans, 42 ans au pouvoir, c'est énorme, monsieur Franck. C'est énorme, nous sommes à Cannes, la démocratie hier. Libérez notre pays. Regardez. C'est celui-là qui compte diriger notre pays. Ça doit être difficile, hein?
avec qui difficile, j'ai déposé une plainte contre votre papier, contre son équipe ici. Assassin comme ça. Franck Biya, que beaucoup de gens ne connaissent pas, parce que son père, parce qu'on va tout dire, hein, on peut tout tromper, mais on ne peut pas tromper sa conscience. Franck Biya sait qu'en réalité, Franck Biya n'a jamais été un homme. Et ça parle aussi de l'éducation qu'il a reçue. Et il y a un penseur qui disait, l'enfant est le père de l'homme. C'est-à-dire, nous sommes la résultante de l'éducation reçue dans notre enfance. L'échec de l'homme que Franck est l'échec de Paul Biya. C'est lui le père de Franck. A-t-il fait un homme? A-t-il fait une femme? Franck s'est bel et bien marié vers les années 2000 à une Camerounaise, une métisse camerounaise. Et une fois en Europe, lui, fils de président, milliardaire, un beau matin, la femme est partie avec un petit bijoutier sénégalais. Nous avons tous compris que les femmes n'aimeraient pas avoir des co-épouses à la maison. En réalité, elle n'a pas épousé un homme. Et c'est comme ça qu'elle a décidé de partir avec le jeune sénégalais, le jeune bijoutier sénégalais. Franck Biya, beaucoup de Camerounais ne le connaissent pas. Il a voulu se marier avec le fils de... C'est ça la réalité qu'on cache aux Camerounais. Ils étaient tous aux États-Unis. Et ont décidé d'aller se marier au Mexique. Paul Biya n'étant pas content, n'ayant pas approuvé, c'est ce qu'il fait, il sait personnellement ce qu'il a fait pour empêcher ce mariage. Et la DGRE de l'époque a intervenu pour que ce mariage entre homme et homme n'ait pas lieu. Bon, on nous a présenté une affaire de drogue. Oui, mais qui a mis cette drogue dans l'avion? C'est Paul Biya peut répondre. Décide, pour éventuellement voiler le visage des Camerounais, décide d'épouser, tout au moins de se mettre avec une autre Camerounaise, une autre métisse. Il la prend à Paris pour Monaco. Pendant plus de 8 mois, même pas une nuit de passer ensemble. Le fils de Paul Biya passé le temps sur la PlayStation, à jouer à la PlayStation. Et à chaque fois que la jeune fille lui demandait de la retrouver dans la chambre, c'était pas aujourd'hui chérie, un petit bisou au front, bonne nuit. Yeah. Et c'est comme ça que pendant plus de 8 mois, la jeune fille, n'ayant rien compris de ce qui lui arrivait, a décidé de passer à l'acte avec le fils qui résidait à la maison. Quelque chose s'est passé. Lors d'une baignade, on a déclaré mort par noyade. Paul Biya sait exactement ce qui s'est passé. En réalité, c'est le commissaire Ebene qui parlait là. On ne peut pas. Le Cameroun Ce n'est pas moi. Être confisqué par une Ce n'est pas n'importe qui. Le Cameroun n'est pas une affaire de la famille Biya. Si Paul Ojula a dit à Paul Biya que lui a fait la promesse que le Cameroun était sa propriété, il faut qu'il sache que chaque chose a une fin. Franck Biya n'est pas à la hauteur du Cameroun. Il ne peut pas. Voilà un individu dans un hôtel à Paris qui se retrouve en train de gifler une jeune fille, une Camerounaise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Camerounaise, qui était supposée être sa copine, s'est rendue compte qu'il n'est pas un homme. Et cette Camerounaise qui sortait en même temps avec Ngongo, avec un célèbre footballeur émérite, s'est retrouvée dans cet hôtel avec le célèbre footballeur émérite. Et après avoir passé du bon temps, descend et trouve Franck Biya dans le hall. Franck Biya, devant tout le monde, fils de président, se lève et va gifler cette jeune fille. N'eût été l'intervention de la sécurité, le footballeur émérite l'aurait rossé de coups de poing et l'aurait humilié. Bon, dans tous les cas, ce sont les fils d'un même père. Il est incapable de tout faire seul. Mais quel diable peut amener Paul Biya à penser un seul instant que Franck Biya, il va mettre Franck Biya au pouvoir? Parce que lui,
il s'en va. Comme il n'a rien fait pour le Cameroun, comme il a détruit le Cameroun, il ne voudrait pas voir quelqu'un de vaillant, de courageux, qui vient relever le Cameroun. Est-ce qu'on peut détester un pays jusqu'à ce point? Le Cameroun a des millions et des millions de jeunes filles libres. Mais il lance son dévolu sur qui? Sur la femme de son propre frère. Est-ce que vous comprenez ça? Devant le patriarche, le dit patriarche Paul Biya. Dans quelle famille Betty et Cam, digne de ce nom, cela peut passer? Arrêtons. Voilà votre futur président. Voilà l'homme qu'on nous prend et qu'on nous présente comme étant franc, doux, calme, posé. Mais vous voyez, voleur, pilleur, égoïste. Et même là-bas, il semble que Momo est fort. Hein? Momo lui-même dit souvent que je suis fort. Hein? Momo dit souvent que je suis fort. Non, non, moi je ne veux pas dire ça. Donc, Franck, on dit que tu n'es pas fort. Bon, si oui, dans, à peu près comme Brenda. Ok, on a compris. J'ai encore un gros dossier ici. Et j'ai encore d'autres dossiers. Au juste, connaissez-vous d'où vient cette malédiction? Connaissez-vous la vraie mère de Franck Biya? Le vrai frère de Franck Biya? La vie cachée de Franck Biya? Comment Biya a fait pour détruire cette famille-là? À suivre.